Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Allez. Ah, c'est sympa, c'est cool. Merci beaucoup. Là, c'est la fin de cette commission. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Qu'est-ce qu'elle vous satisfait? En quoi elle vous satisfait Moi, ce qui me satisfait dans cette commission, c'est d'abord d'avoir réussi à mettre en lumière 3 faits historiques qui sont très importants pour l'histoire de la Martinique, pour l'histoire de la Guyane, pour l'histoire de la Guadeloupe, et d'avoir ouvert une perspective d'exploration nouvelle d'archives déclassifiées, d'archives d'État, et puis aussi des témoignages, bien entendu, la presse militante. 3 événements qui ont profondément marqué les imaginaires politiques en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, et sur lesquels il était nécessaire de faire la lumière et d'affronter ce passé, précisément pour faire en sorte que ce passé ne soit pas continuellement comme une sorte de fardeau, mais le fait de le regarder en face, de le connaître, de le reconnaître aussi, pour aller de l'avant, pour avancer vers l'avenir, vers le futur pour les jeunes générations. Qu'est-ce qu'il va en rester? Ce qu'il en reste, c'est qu'il y a eu effectivement une répression très importante qui a eu lieu en décembre 1959 en Martinique, où 3 jeunes ont été tués. Ce n'étaient pas des manifestants. Ce sont des jeunes, d'ailleurs, des jeunes gens qui ont été tués et qui n'étaient pas forcément, disons, engagés dans un processus de défi ou de contestation, ce qui prouve aussi les comportements, les usages de cette époque. Ne l'oublions pas, et c'est aussi la tâche de cette commission, c'est que cette époque, 59, 62, etc., c'est la grande période de la décolonisation. C'est une période historique marquée par une grande effervescence, notamment avec la révolution cubaine, la fin de la guerre d'Algérie, etc. Il y a un comportement des forces de l'ordre qui tire à balles réelles, qui est assez incroyable. On l'a vu notamment aussi, bien sûr, en Guadeloupe, en 1967. Et moi, j'avais été personnellement impressionné dans les témoignages que nous avions recueillis en Guadeloupe par le nombre de blessés par balle et pas simplement le nombre de décès, le nombre de morts par balle. Ce qui prouve quand même une brutalité dans la conduite des affaires publiques de la part de l'État et des autorités. Donc ça, c'est quand même quelque chose que nous avons mis en lumière dans ce rapport qui, naturellement, j'espère, encore une fois, permettra non pas de réparer ou d'apaiser, mais tout simplement de reconnaître ce qui s'est passé. Quels sont les points communs justement entre ces 3 éléments? C'est la décolonisation. Quels sont les points communs entre ces 3 éléments? Alors, les points communs, effectivement, c'est la façon dont, la sécurité publique était gérée par les forces de l'ordre, par l'État et que ce soit en Martinique, que ce soit en Guadeloupe, etc. C'est-à-dire qu'on a un comportement, disons, très brutal quand même, des forces de l'ordre. Bon, encore une fois, il faut contextualiser. On est dans une période où la question coloniale est loin d'être réglée. C'est pas totalement réglé d'ailleurs, jusqu'à nos jours bien sûr. Il y a des comportements, des habitudes qui ont été prises, notamment à l'égard de ce qu'on appelait entre guillemets des populations locales, qui sont très spectaculaires quand on écoute les témoignages, quand on regarde les archives, on voit les chaînes de commandement au niveau de l'État. Ce ne sont pas des comportements démocratiques classiques. En même temps, le contexte de l'époque, la fin de la guerre d'Algérie, la nécessité de maintenir l'ordre à tout prix, toutes ces questions-là, avec des risques, des menaces de guerre civile en métropole, avec la question de l'OAS, toutes ces questions très graves quand même sont à mettre en contexte historique, mais enfin n'expliquent et n'excusent pas ce qui a pu se passer en Guadeloupe, en Martinique, etc. Voilà. C'est d'abord une avancée, parce que vous savez, ça fait exactement près de 60 ans que les événements de 59 se sont déroulés. Et qu'il y ait ce premier rapport, parce qu'il n'y en a pas eu auparavant, il y a des recherches d'historiens, mais il n'y a pas eu de rapport officiel de la part de l'État sur des événements aussi tragiques que les événements de 62 en Guadeloupe par rapport à l'avion qui a craché. Les événements de 67 en Guadeloupe, on ne sait pas du tout le nombre de morts jusqu'à présent et les rapporteurs ont eu l'honnêteté de le dire. On oscille entre 8 personnes décédées et 200 personnes décédées. On parle de 67 à un moment donné, de 27 à un autre moment, c'est quand même dramatique. Et troisième chose, ce sont les événements de 59 où il y a eu 3 décédés, 3 morts. On peut même parler d'événements extrêmement graves. Ces événements ont construit, de mon point de vue, un moment extrêmement clé dans la construction de la conscience politique locale. Ce sont des événements majeurs. Ça montre bien que la période coloniale et la période post-coloniale, jusqu'à présent, a fait l'objet
de très peu d'analyses officielles de la part de l'État. Des enquêtes, c'est la première enquête qui, d'après ce que dit M. Stora, qui est un historien connu, la première enquête qui a été ouverte à ce sujet. Il y a un long travail à faire. Et comment peut-on se connaître soi-même? Comment peut-on connaître sa propre histoire si jusqu'à aujourd'hui ces dossiers restent des dossiers secrets au niveau de l'État? Il faut absolument saluer l'initiative qui a été prise par le Parlement, Victorin Lurel et d'autres parlementaires comme moi-même, de demander un rapport sur ces événements qui ont construit à la fois des moments politiques importants, mais qui ont construit aussi des drames historiques, qui ont fondé des choses, mais qui ont déconstruit aussi toute une lutte nationale qui s'était enclenchée à ce moment-là. À mon avis, c'est un moment de rupture très important. Permettre sur l'ouverture des archives, la recherche aujourd'hui, est-ce que ça peut changer le rapport avec la France? Non, je pense que ce qui peut changer, c'est que la France ne se contente pas simplement d'ouvrir des archives et de faire des rapports. Et ce rapport reste dans un coin. C'est la possibilité qui peut être donnée d'inscrire justement ces moments historiques-là dans la pleine vérité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, y compris en reconnaissant ses propres erreurs. Et la deuxième chose, c'est que ces moments historiques-là fassent partie de l'histoire de la France aussi. L'histoire de la Martinique, l'histoire de la Guadeloupe, l'histoire de la Guyane, que les petits Guadeloupéens, Guyanais, Martiniquais puissent connaître dans le moindre détail des événements qui ont été des événements marquant des empreintes de la démarche historique d'émancipation. Quand je parle d'émancipation, je ne parle pas nécessairement d'indépendance, je parle aussi de l'émancipation du Martiniquais, qui est dans son contexte historique qui se resitue. Pour moi, c'est aussi important de connaître cette vérité fondamentalement, mais aussi de diffuser cette vérité en tant qu'histoire de leur propre pays. Aujourd'hui, en Martinique, cette organisation de 1959 marque encore les esprits, oui, ou on s'interroge encore dessus? Oui, nécessairement. Il y a certainement ceux qui cherchent à l'oublier, notamment tous ceux qui sont dans un conservatisme extrêmement étroit en Martinique, qui considèrent que ce sont des époques passées, exactement comme pour l'esclavage et la colonisation. Il y a y compris des candidats actuels au présidentiel qui considèrent qu'il y a des aspects positifs de la colonisation et qui ne veulent pas du tout reconnaître les aspects négatifs et les aspects qui sont liés à des attitudes de propre barbarie, quoi. En décembre 59. Bon, alors, tout de suite, je dirais que je ne peux pas donner le nom des policiers qui ont tué. Ça, je veux bien, mais je ne pourrais pas le dire, non pas que je cherche à cacher les choses, c'est parce qu'il y a un système juridique qui fait que pendant une bonne centaine d'années, ils sont protégés et qu'on ne peut donc pas divulguer leur nom. Maintenant, cette parenthèse est en fait, ce que j'ai appris me permet de voir les choses de manière plus fine, si vous voulez. J'ai eu tendance à voir décembre 59 du point de vue de la Martinique. Mais décembre 59 a également été traité par le gouvernement. Et il y avait un point de vue, celui de la France, celui du gouvernement, que j'avais certainement négligé, trop focalisé que j'étais sur la seule question, de la Martinique. Donc c'est un regard nouveau que je porte sur des éléments qui sont plus importants en quantité, plus précis, plus nombreux, et une méthodologie nouvelle que j'apporte à décembre 59. Alors qu'est-ce que j'ai appris véritablement de nouveau? Ça me semble être des détails, je prends un cas que j'ai donné à un de vos collègues. Je m'étais toujours demandé comment le préfet par intérim avait pu mobiliser des forces qui venaient de Guadeloupe. Comment est-ce qu'un secrétaire général qui devient préfet par intérim a assez d'autorité pour obtenir aussi facilement qu'on déplace des gendarmes de Guadeloupe? Et en travaillant au SHD, je me suis rendu compte qu'en fait, les choses étaient plus complexes que cela. C'est l'armée, donc le responsable des forces anti-guyanes qui intervient pour ordonner que la Guadeloupe, on ne demande pas à la Guadeloupe, il ordonne à la Guadeloupe d'envoyer en urgence des forces en Martinique. Et que ce préfet, certainement, l'affirmation n'est pas entière, mais je pense qu'il s'est fait mousser en donnant l'impression qu'il était à l'origine de cette chose, alors qu'en fait, il ne faisait que l'accompagner. Donc, il y a plein de petits éléments sur lesquels je suis aujourd'hui plus précis, mais ça ne remet pas globalement en cause ce que j'ai affirmé avant. Alors, M. Stora
l'heure, elle nous disait que que les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles donc, sur des populations. Est-ce que c'est un fait inédit pour les Antilles, en l'occurrence, à cette époque-là? Disons que quand il parle de balles réelles, il parle de mai 67, parce qu'il faut qu'on soit d'accord. C'est pas la première fois qu'on tue, mais il faut se dire que je fais les deux événements, mai 67, puis décembre 59 d'abord, puis mai 67. Décembre 59 est original comme événement historique dans la mesure où jusqu'à maintenant, les morts interviennent dans le cadre de grèves. Et des grèves agricoles, donc ce sont des grèves qui sont globalement prévisibles puisqu'elles sont articulées à la récolte de la canne à sucre. Qu'il s'agisse de la Guadeloupe ou de la Martinique, le phénomène se reproduit. Le gouvernement, en tout cas la préfecture, essaie tant en Guadeloupe qu'en Martinique d'éviter ces périodes dures parce qu'elles sont déjà matérialisées sur le banc. Mais il n'empêche que ça se reproduit. C'est une violence qui est connue. Maintenant, décembre 59, c'est nouveau dans la mesure où c'est un événement urbain qui n'a rien à voir avec les grèves, qui n'a rien à voir avec la canne à sucre et qui de plus se produit essentiellement de nuit. Donc c'est un événement nouveau. Maintenant, si l'on prend le cas de la Guadeloupe, c'est vrai que dans la forme, on peut se dire qu'il s'agit d'éléments comparables. Sauf que la posture qu'adoptent les forces de l'ordre en Martinique et en Guadeloupe n'est pas la même. En Martinique, on peut dire que globalement, les forces de l'ordre, elles réagissent par rapport à une situation qui est créée. Et quand on prend le cas des policiers, il faut le dire, les policiers martiniquais qui sont amenés à traiter décembre 59 n'ont aucune formation. Généralement, c'est la gendarmerie et les CRS qui interviennent dans le cas de manifestations de ce genre. Là, on les met le lundi soir, on les envoie au feu et il est évident qu'ils n'ont aucune formation et de ce fait, ils tirent. C'est vrai, ils tirent, mais ce n'est pas comparable à ce qui se passe en Guadeloupe. En Guadeloupe, on retrouve là aussi des CRS, on retrouve des gardes mobiles, sauf qu'on est dans une autre typologie de violence. C'est-à-dire qu'il s'agit, de mon point de vue, il s'agit là de tuer, mais pour effrayer les populations. Or, on n'a pas le même schéma en 59. En 59, il y a des situations concrètes qui font que les policiers et les gendarmes, un peu débordés, tirent. Ils tirent volontairement, mais dans un contexte, là, dans le cas de la Guadeloupe, ce n'est pas le même matériel qui est utilisé. Ce sont des armes, notamment des balles d'un autre calibre. Et d'autre part, en Martinique, il y a officiellement 3 morts. Je dis officiellement parce que, vraisemblablement, un CRS et un gendarme ont sans doute été tués en 59. Mais il n'y a pas de document permettant d'étayer cette affirmation. Dans le cas de la Guadeloupe, là, le niveau de réponse, il est autre. Je crois qu'on est dans une autre violence. Donc les schémas ne sont pas comparables. C'est pas tout à fait le même événement. En tout cas, la densité n'est pas la même et la réponse que donnent les forces de l'ordre à la manifestation, à la grève qui était à l'initiale des émeutes de 67, la réponse n'est pas la même. Est-ce que vous y voyez une réponse coloniale? Je parle de 67. Disons que j'ai peur du mot parce qu'on met un peu tout ce que l'on veut dans le terme colonial, mais il est évident que je ne pense pas un instant qu'en France, les forces de l'ordre auraient réagi comme ils l'ont fait en Guadeloupe. Et moi, je reste persuadé que c'est le contexte colonial qui permet, en tout cas qui explique, que la répression soit aussi violente. Donc, je dis bien que le mot colonial me gêne parce qu'on y met ce que l'on veut, mais c'est une violence qui est de type colonial, il faut le dire. Et pour revenir à 59, qu'est-ce que vous avez établi? Les 3 jeunes étaient donc des victimes collatérales ou des manifestants? Disons que pour 2 d'entre eux, je suis pratiquement sûr qu'il s'agit de victimes collatérales. Le 3e, si vous voulez, je vais encore revenir auprès de mes sources, interroger encore les témoins
Parce que j'ai deux versions. Une première version qui laisse comprendre que ce jeune était déjà dans un bus, celui que l'on appelle Rosile et qui s'appelle Véronique, Edmond Véronique. Donc le deuxième jeune qui est tué. Donc il est déjà dans un bus et un copain lui dit « Mais viens voir ce qui se passe à Fort-de-France, il y a des violences, il y a des émeutes. » Et il quitte donc le bus et descend. Donc a priori, il n'a pas le profil du manifestant ni de l'émeutier. Donc je vais revenir auprès des témoins. Je vais encore essayer d'approfondir le sujet, mais si pour les deux, le premier et le dernier, je suis pratiquement sûr qu'il s'agit de victimes collatérales, je ne sais pas véritablement pour le deuxième. Mais je suis poussé à penser que lui aussi, c'est une victime collatérale. Est-ce que vous confirmez ce que vous disiez déjà, c'est-à-dire que c'est un banal accident? Enfin, qu'est-ce qui a fait que voilà, ça a dégénéré? On parle d'un accident de la circulation, entre guillemets, banal, qui dégénère sur 3 jours d'émeute. Comment on explique la bascule? Disons que ça dégénère parce que, faut le dire, à l'époque, il y a un double contexte. Il y a un contexte qui est difficile, en tout cas en Martinique, avec d'une part des CRS qui ont un comportement épouvantable. Et beaucoup de CRS, à l'époque, ont été traduits devant les tribunaux et ont été poursuivis et ont été virés de la Martinique. Donc, il y a un problème des CRS en Martinique. La deuxième raison, c'est que il y a ce que nous Martiniquais, mais je pense qu'en Guadeloupe aussi le terme était utilisé, nous appelions les pieds noirs, qui étaient non pas les pieds noirs au sens historique du mot, mais tous ceux qui avaient travaillé en Afrique du Nord. Donc, ils ont un comportement détestable qui fait que la Martinique, elle est sous tension. Et l'on a du mal à comprendre comment est-ce que chaque pied noir, avec les guillemets, qui débarque en Martinique, obtient un emploi, alors qu'en fait il a l'emploi avant même de débarquer en Martinique. Donc, comment est-ce qu'eux ont un emploi alors qu'il n'y a pas d'emploi pour les Martiniquais? Donc, il y a des tensions, il y a des accrochages qui sont nombreux. Et quand l'événement, le banal accident de circulation intervient, en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, on appelle la police. La police intervient et elle calme le jeu. Et tout est réglé. Tout est réglé et les deux protagonistes vont boire ensemble, donc qui prouve que l'événement est réglé. Sauf que les CRS arrivent après, appelés, et ça, mes nouvelles recherches m'ont permis d'établir le fait, appelés par un autre CRS qui était présent. Donc, ils arrivent sans trop savoir, ils gèrent un contentieux et non pas l'événement lui-même. Ils décident de repousser la foule, leur demandant de sortir autour du véhicule, des deux véhicules. Sauf que les gens ne comprennent pas parce que tout est déjà réglé. Donc, il est évident que la foule réagit, et la foule réagit d'autant plus que dans cette foule, il y a des militaires permissionnaires qui ont un contentieux avec ces mêmes CRS. Donc, les CRS qui généralement arrivaient, tabassaient et repartaient, cette fois, ils sont tabassés, ils sont caillassés, ils sont en difficulté et l'essentiel des CRS, sur la trentaine de CRS engagés dans l'événement, il y en a facilement 26 qui sont blessés, dont 3 qui seront lourdement hospitalisés. Donc il est évident qu'ils se trouvent face à une réaction qui est nouvelle. Généralement, les Martiniquais acceptent de se plier devant l'autorité que représentent les CRS. Mais là, cette fois, les Martiniquais font bloc, Martiniquais de tous âges, et donc les CRS ont une défaite cuisante ce jour-là. Donc à partir de là, les choses vont... ça va partir dans tous les sens, parce que une fois qu'on chasse les CRS de la savane de Fort-de-France, ils quittent donc la savane, le bruit circule qu'ils ont appelé. L'appel téléphonique s'est passé dans l'hôtel de l'Europe. Donc c'est simple, l'hôtel de l'Europe est attaqué. Et à partir de là, les choses partent en vrille. Outremernews.fr, site d'information actualisé, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.